Voilà. En marge donc de la célébration de la journée mondiale de l'autiste, aujourd'hui donc nous allons parler de ce sujet très important avec mesdames Michel Tanon-Laura, docteur psychologue, et madame Liko Diane Magouri, présidente de l'association des parents au cœur bleu. J'ai envie tout de suite de me diriger vers madame Magouri et puis vous demander la symbolique de ce cœur bleu-là, d'abord d'entrée de jeu. D'accord. Merci beaucoup de nous recevoir. Le cœur bleu, c'est pour exprimer l'amour que nous avons pour nos enfants. Pourquoi le bleu? Le bleu, c'est la couleur qui est la mieux acceptée par la personne autiste. Par la personne autiste. Donc, si nos enfants sont bleus, donc nos cœurs sont bleus, donc nous les parents, nous avons un cœur bleu. C'est le résumé de l'explication de l'appellation de notre association. D'accord. Donc on restera dans cette atmosphère bleue-là. Oui. Et puis passer la parole au docteur Tanon-Laura, qui nous donnera la définition même de l'autisme. L'autisme, c'est des troubles envahissants du développement qui se manifestent par un déficit de socialisation et de communication des enfants qui sont atteints de ce trouble-là. Donc on les appelle communément des enfants différents parce qu'ils ont des comportements différents. Ils ne se comportent pas de façon habituelle, on va dire. Vous pouvez avoir des enfants autistes qui vont avoir une faiblesse pour le toucher. Donc, ils vont vous donner des caresses ou vous faire des sourires. Ou alors, à l'inverse, être très introvertis et pas du tout réceptifs à tous les échanges que vous pourriez vouloir entamer avec eux. En entrée de jeu, on peut déjà dire que l'autisme, ce n'est pas une maladie. C'est une différence, on va dire. C'est une différence parce que chez les enfants autistes, les connexions neuronales ne se font pas de la même façon que chez les autres enfants. C'est-à-dire une information qui est donnée ne va pas parcourir le même trajet que chez les autres enfants. Donc, ces dysfonctionnements-là font qu'ils perçoivent les informations différemment ou ils peuvent même ne même pas percevoir certaines informations qui, pour vous, pourraient être flagrantes. D'accord. Avec l'avancée sur la question, est-ce qu'on a aujourd'hui l'origine du mal? Malheureusement, les causes de l'autisme ne sont pas connues, d'autant plus qu'on ne peut pas parler d'un type unique d'autisme. Deux enfants peuvent être autistes et leur autisme peut se manifester de façon tout à fait différente. Il y a des autistes qui sont hyperactifs, il y a des autistes qui sont introvertis, mais il y a des constantes entre les différents enfants, c'est-à-dire ils ont des difficultés de communication et des difficultés de socialisation. Ils ne perçoivent pas les émotions des personnes qui sont en face d'eux ou autour d'eux. Donc c'est ce qui les caractérise. Alors comment se manifeste cette différence? Quels sont les signes déjà que nous avons? Pour la petite enfance, vous allez avoir avant 1 an les enfants qui ne vont pas babiller, ils ne vont pas faire ba, 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 bo, bo, bo. Mais ça, on remarque difficilement parce que la plupart du temps, on se dit, bon, s'il ne parle pas, c'est parce qu'il est petit. Et à 2 ans, un enfant autiste ne va pas parler avec... il ne pourra pas associer 2 mots dans une phrase. Donc, s'il veut, par exemple, dire du pain, il va dire pain, 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 ou maison, 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 mais il ne veut pas dire je vais à la maison, par exemple. Alors qu'un enfant de 2 ans qui a un développement normal peut dire il s'en va à la maison. Voilà. Donc, les enfants autistes, à 2 ans, ils ne parlent pas encore correctement, ils n'associent pas 2 mots, encore moins 3. Et on peut découvrir l'autisme aussi tardivement, chez les adolescents ou chez des enfants un peu plus grands, et même chez des adultes aussi. Donc, dans ces cas-là, on va avoir un enfant qui a un développement normal en apparence, et puis à 5 ans, 7 ans, ou même à 12, 15 ans, il va avoir un arrêt brusque de ses habitudes. Si l'enfant était, par exemple, jovial, extraverti, du jour au lendemain, tout va s'arrêter, il va se renfermer et changer de comportement. Alors, finalement, l'autisme arrive de manière inopinée dans une vie? On peut le dire ainsi, ça dépend. Les autistes tardifs, oui. Mais il y a des enfants qui sont autistes reconnus dès le bas âge, dès la petite enfance. Mais il se peut que l'autisme soit diagnostiqué ou détecté ou survienne tardivement. Alors, Madame Liko Magouri, dans cette association Parents au cœur bleu, eh bien, on va le dire, vous êtes des parents d'enfants autistes.
Alors, c'est vrai que Dr Tanolora a défini un peu, a donné certains signes et tout. Vous, à quel moment vous avez découvert que votre enfant, eh bien, il est autiste? Bon, mon fils, on l'a découvert qu'il est autiste à l'âge de 3 ans, notamment à l'âge d'aller à l'école. Donc, c'est à la petite enfance, à l'école, quand l'enseignant découvre qu'il n'a pas les mêmes aptitudes que les autres enfants de la classe, qu'il n'est pas sociable. Donc, du coup, elle commence à comprendre qu'il est très hyperactif. Là où on demande aux enfants de s'asseoir, il ne s'assoit pas, il n'est pas dans le commun. Et ils observent. Au bout de 2 semaines, ça ne change pas parce qu'un enfant qui vient la première fois à l'école, il vient certainement avec des habitudes de la maison. Donc, après 2 semaines, quand il ne rentre pas dans le commun, ça commence à interpeller. Et c'est des appels incessants vis-à-vis des parents. Votre enfant n'est pas comme les autres, votre enfant... Et ce n'est pas trop de leur faute parce qu'ils ne savent pas comment aborder la question. Donc, ils vont vous dire, par exemple, votre enfant n'est pas normal. Sur le coup, ça peut choquer le parent. Oui, bien sûr, il faut avoir un langage approprié. Ça peut choquer le parent. Et puis après, on cherche à savoir pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est un enfant qui est resté seul? Donc, il y a plusieurs questions qui rentrent en ligne de compte. Et des années antérieures, on n'en parlait pas. On ne savait pas ce que c'était que l'autisme. Le mot même n'était pas connu. Donc, il fallait commencer à chercher du côté du comportement. Pourquoi il est hyperactif? Pourquoi il ne parle pas? À 3 ans, il ne parlait pas encore. Donc, c'est un peu cette bataille-là dans laquelle on se lance. Et puis, Dieu sachant faire les choses, ça commence à prendre de l'ampleur. Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite à tous les parents. Les professionnels commencent à se former sur la question. Bon, nous, en tant que parents, nous sommes obligés de prendre ce problème à bras le corps pour en parler. Bien sûr. Et justement, aujourd'hui, vous parlez d'une responsabilité qui est dévolue aux parents des enfants autistes. Finalement, on a envie de se dire, mais que fait les pouvoirs publics quant à cette... c'est pas une pathologie en tant que telle, mais quant à cette différence, parce que sous d'autres cieux, dès qu'on sent qu'il y a une différence, en tout cas, il y a l'accompagnement adéquat qui va avec... Qu'est-ce qui justifie ce vide dans ce traitement? Je ne pourrais pas vous répondre, mais je sais que dans la sphère où je travaille, nous faisons la prise en charge des enfants autistes, du diagnostic à l'accompagnement de l'enfant et des parents. Et nous faisons même des mémos que les parents donnent aux enseignants pour qu'ils puissent prendre en charge correctement ces enfants autistes-là. Donc un enfant autiste, la plupart du temps, pour les personnes qui le rencontrent pour la première fois, et qui ne connaissent pas la maladie, ils vont dire c'est un enfant mal élevé, c'est un enfant hyperactif, c'est un enfant gâté. Les parents ne savent pas éduquer leur enfant, alors que l'enfant, voilà, ils se font juger. Et nous apprenons aux parents justement comment déjà accepter, parce qu'il faut déjà que le parent accepte le statut de son enfant pour être ouvert à l'accompagnement. Il y a 2 problèmes. Quand on est enceinte, quand une famille attend un enfant, tout le monde s'attend à un enfant qui se développe correctement, sans problème. Donc, il y a le fantasme de l'enfant idéal. Donc, quand survient le diagnostic, c'est vrai que tout le rêve, tous les projets s'écoulent comme un château de cartes. Et après le choc, la première question que les mamans posent le plus souvent, c'est est-ce qu'il pourra être normal un jour? Est-ce qu'il pourra être autonome un jour? Jusqu'à quand on va devoir le porter, parce qu'il faut les porter. Donc, ce sont ces questions sur l'avenir, sur le devenir de l'enfant, quand les parents ne seront plus là, qui sont les questions les plus fréquentes et les plus douloureuses pour les parents. Les réponses à ces questions-là, c'est quoi? Les enfants autistes n'évoluent pas pareillement. Face à une prise en charge, les enfants évoluent différemment. Ça dépend de tellement de facteurs, de l'environnement familial, des centres d'intérêt de l'enfant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants autistes ont des centres d'intérêt très restreints, mais très intenses. Ils peuvent aimer 1, 2, 3 choses, mais vraiment très intensément. Et c'est là aussi que vont se développer certaines aptitudes. Il y a des autistes qui sont surdoués. Très célèbres, oui. Qui sont célèbres aussi. Donc, les enfants autistes, il faut identifier leur centre d'intérêt et établir des routines pour les enfants autistes, parce que ce qui rend difficile la communication avec les enfants autistes, c'est qu'ils sont enfermés dans une bulle et qu'il ne faut pas entrer de façon brusque, de façon invasive. Parce que même quand vous êtes dans le dos de cet enfant qui ne sait pas que vous êtes là et que vous lui dites « viens manger », ça peut être perçu comme une agression. Donc, il faut avoir des routines,
se mettre dans le champ visuel de ces enfants devant eux, même s'ils ont une particularité qui est l'évitement du regard. C'est très difficile d'établir un contact visuel plus de 2 secondes avec des enfants, des personnes autistes. Mais il faut se mettre dans leur champ visuel et parler d'une voix posée pour pouvoir les rassurer, parce que tout ce qui les dérange augmente leur stress et diminue leur réceptivité aux interactions. Alors, tout en restant sur ce que vous êtes en train de nous dire, Madame Liko Margouri, tout de suite, quelles sont les dispositions qu'on pourrait prendre lorsqu'on découvre que son enfant il est autiste, à la suite de tout ce que l'enseignant pourrait nous dire, du regard aussi des autres et tout. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Quand on découvre que son enfant est autiste, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, déjà, c'est de pouvoir penser, accepter. Donc, le parent reste dans un processus de guérison intérieure qui peut durer, qui peut prendre le temps que ça peut prendre. Mais aujourd'hui, pour Parents au cœur bleu, c'est d'emmener les parents à savoir que, à la différence d'un enfant neurotypique, pour dire entre guillemets normal, 1 minute perdue, excusez-moi, pour un enfant autiste est difficilement rattrapable. Donc, on peut certes chercher à guérir ses propres plaies, mais le plus important et la responsabilité qui nous incombe, c'est de faire sortir son enfant là des troubles envahissants qu'il a. Certes, on ne peut pas ne plus être autiste, mais on peut avancer. Pour revenir à la question du diagnostic, parce que j'y tiens, en Côte d'Ivoire, le diagnostic posé pour les enfants autistes, pour avoir un diagnostic pour ton enfant, il faut te réveiller le matin comme on le dit. Et pourquoi? Parce que déjà, c'est coûteux de pouvoir poser un diagnostic. En tout cas, c'est plusieurs spécialistes qui se mettent ensemble. Ça révèle du privé au public. C'est une longue liste d'attente, donc ce n'est pas très évident. Comme je l'ai dit tantôt, 1 minute de perdu est difficilement rattrapable parce qu'il faut pouvoir, c'est à long terme, il faut pouvoir revenir sur ce qui est basique avec l'enfant autiste pour qu'il puisse assimiler. Vous comprenez que dans cette logique-là, nous, à Parents au cœur bleu, on veut emmener les parents à savoir que, OK, on a décidé d'avoir un enfant. OK, le rêve de l'enfant idéal est tombé quand on a su le diagnostic. Mais le plus important, c'est de pouvoir s'assumer, apporter un plus à sa vie à travers ce qu'on apporte à son enfant. C'est ce qui ferait de nous des parents vraiment idéaux. Ça ne vaut pas la peine d'être un parent à pleurnicher. Excusez-moi, parce que moi, je me dis, pleurnicher ne va pas apporter quelque chose de beau à nos enfants. Nos enfants, ils ont des capacités qu'on peut vraiment emmener, on peut les emmener au sommet. Mais ça révèle d'abord du parent. Tout ce que les spécialistes vont faire ou vont dire doivent être appuyés par le parent. C'est le parent qui relate des informations, qui donne des informations aux spécialistes pour que le spécialiste puisse prendre en compte pour faire sortir nos enfants de leurs troubles. Allez, vous qui vivez cette situation-là au quotidien, comment cela s'illustre véritablement avec votre bout de chou? D'accord. Pour Christ désiré, c'est d'abord comprendre ce qu'il veut, parce qu'il est non-verbal. Il y a des autistes verbaux et non-verbaux. Il est non-verbal. Bon, on va partir du moment où on ne savait rien de l'autisme. Donc, tout était plaie, tout était blessure. Toute réaction de Christ désiré nous affectait vraiment à un point que vous n'imaginez pas. Après le moment d'émotion, on est obligé d'en sortir, parce que l'enfant n'évolue pas. Un enfant qui porte la couche jusqu'à 5 ans, déjà au niveau des finances, ça coûte pour le parent. Un enfant qui prend des médicaments, mais je vous dis, c'est des médicaments de vieilles personnes, parce que le médecin même est là, de vieilles personnes. On se demande s'il ne va pas avoir des répercussions. Et puis, quand on arrive à obtenir, par exemple, qui devient propre, c'est des victoires. C'est des victoires. Quand on arrive, pour Christ Désiré aujourd'hui, qui a 11 ans, je me plais à dire qu'il est non-verbal, mais je sais qu'il va parler, parce que c'est des efforts et des efforts qu'il fait à émettre un son. Quand il te dit merci, mais le merci, c'est très visible sur la lèvre et tu sens que sa gorge essaie de se déployer. Je me dis que les efforts qu'on a fait portent parce qu'il sait qu'une personne doit parler. Une fois qu'il se rend compte qu'une personne doit parler, il se met à l'apprentissage du langage. Et c'est le quotidien. Il va se réveiller, c'est toute une routine installée
Il se réveille, il sait qu'il doit prendre son bain. Après son bain, il doit manger. Nous avons bataillé pour qu'il puisse intégrer le système scolaire national public. C'est une victoire pour moi. Et ce n'est pas pour qu'il puisse devenir médecin, quoi qu'il peut. Il peut, oui, si on a de grandes personnalités. On l'accompagne véritablement, mais déjà, pour qu'il soit socialisé. Être socialisé, ça apporte un plus à l'enfant autiste. C'est lui dire que le monde dans lequel tu es n'est pas le tien, parce que tu vis dans nous, notre monde. Il n'y a pas un monde pour les personnes autistes. Dans notre monde, c'est qu'on doit communiquer, on doit se fixer, on doit sourire quand on sourit, donc c'est un tout. Et dans ce parcours-là, vous avez parlé de l'accompagnement hein, au niveau du traitement. Il est fait de quoi, docteur? Ben, l'accompagnement psychologique de l'enfant autiste et de sa famille, c'est justement des stimulations. On va déjà diagnostiquer les points faibles sur lesquels travailler. Si l'enfant est non-verbal, on va voir comment capter son attention et comment comprendre aussi son besoin. Parce que s'il a un besoin qu'il n'arrive pas à partager, ça le renferme davantage. Donc pour cela, il faut être vraiment à son écoute. Si on n'est pas à l'écoute de l'enfant non-verbal, même s'il est verbal, si on n'est pas à l'écoute des enfants autistes, on passe à côté de beaucoup de choses parce qu'ils ne communiquent pas comme la plupart des personnes. Donc savoir reconvertir leur code spécifique en ce que nous connaissons pour pouvoir échanger avec eux. Et c'est en cela que la routine facilite beaucoup les choses, parce qu'une fois que l'enfant a intégré sa routine et que l'adulte qui doit l'accompagner est informé de sa routine, ça l'aide à comprendre ce que l'enfant veut. Comme madame a dit, après le bain, l'enfant mange. Donc si une fois que oui, si une fois que l'enfant a fini de se laver, il va s'asseoir et il se positionne comme ça, c'est une assiette qu'il faut lui mettre devant et pas un cahier par exemple. Donc informer le cercle restreint sur la routine qu'on a mise en place. Et ce qui est très important, il faut que ce soit une routine qui aide à tirer l'enfant vers le haut et non pas à le maintenir dans sa bulle. Par exemple, le stimuler, ne pas le mettre devant la télé ou ne pas le laisser seul avec des jeux connectés parce qu'ils sont déjà dans leur monde. Donc, si on le met dans une relation directe avec des jeux connectés... Un transfert? Pas un transfert, mais ça optimise l'enfermement parce que comme il est captivé, il sera encore moins réceptif, moins conscient de son environnement immédiat. Donc, il faut plutôt des jeux non connectés et interagir avec lui, jouer à des jeux de construction, jouer à des jeux qui lui permettent de s'intéresser aux autres personnes parce que les enfants autistes, ils ne s'intéressent pas aux autres enfants, aux autres personnes. Et quand on leur met des jouets devant, plutôt que de faire des jeux de rôle, ils vont les aligner. Ils vont juste les aligner comme s'ils faisaient des rituels. Oui. Donc, il faut sortir de ces rituels-là, leur apprendre à construire autrement pour qu'ils comprennent qu'on peut faire autre chose parce qu'ils ont des automatismes qu'ils mettent en place. Ce qu'il faut dire, il y a des enfants autistes aussi qui ont des troubles qu'on appelle les TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, quand ces TOC-là se rajoutent à l'autisme, ça fait un autre niveau de prise en charge parce que le TOC est déclenché par des éléments anxiogènes c'est comme si on appuyait sur un interrupteur qui déclenche du stress. Donc, connaître ces éléments-là pour ne pas les mettre dans l'environnement de l'enfant afin de réduire son stress pour qu'il soit plus réceptif à tout l'accompagnement d'apprentissage qui lui est proposé. Alors, docteur, est-ce qu'on en sort un jour? Madame Liko Magouri a parlé de victoire. Ça serait quoi la grande victoire? Mais la grande victoire, déjà, c'est l'autonomisation de l'enfant, qu'il puisse manger seul, qu'il puisse être propre, qu'il puisse faire des choses qui lui plaisent et qu'il ne soit plus un empêcheur de tourner en rond pour sa famille et pour la société. Il y a des parents qui ont honte de sortir avec leurs enfants à cause du regard des autres, mais il y a des parents aussi qui sont submergés et qui ne savent plus quoi faire, donc ils préfèrent ne pas sortir parce que sortir avec un enfant autiste hyperactif, par exemple, ce serait passer son temps à courir. Si on fait le rang, par exemple, pour attendre son tour, l'enfant il sera tout en train de bouger et du coup, les parents vont s'essouffler à vouloir le poursuivre, le sécuriser parce qu'ils n'ont pas conscience du danger. Donc, le protéger de lui-même et protéger aussi les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, aussi bien physique que psychique. Alors, avec Madame Liko Magouri, de votre récit,
C'est clair que c'est un parcours de dévotion à son enfant. Et dans cette atmosphère-là, quel est le plaidoyer que vous voulez vraiment porter par rapport à ces enfants-là qui ont cette différence? Merci beaucoup. Le plaidoyer, déjà, c'est que les autorités puissent aujourd'hui savoir que les enfants autistes existent bien en Côte d'Ivoire. Ils sont répertoriés, on a un chiffre, une proportion au niveau national? Non. Pas encore? Pas encore. Mais très rapidement, Parents au Cœur Bleu se charge de faire ça. Nous nous attelons, nous sommes motivés, nous allons donner des chiffres. Et c'est de savoir déjà qu'ils existent, qu'ils ont des droits qui doivent être respectés. Tout part de déjà le droit aux soins et à la prise en charge, c'est le plus important. Si les parents motivés que nous sommes sont aidés au niveau de la prise en charge, je peux vous dire que ces enfants-là vont aller de l'avant. Mais un parent qui, à la fois, a une bourse moyenne, qui se retrouve avec plusieurs enfants et qui a un enfant autiste qui puise plus que la bourse qu'il a, ce n'est pas très évident. Ça plonge le parent dans une dépression. Et je peux vous dire que quand un parent déprime, c'est toute une famille qui s'écroule. Et l'enfant autiste qui représente, on va dire, H multiplié par 100 dans cette famille, il va s'écrouler plus. Il va devenir un déchet pour la société. La famille même va devenir une famille à éviter dans sa grande famille parce que c'est des choses qu'on vit qui ne sont pas faciles à expliquer. Avoir un enfant autiste, vous êtes rejeté par vos propres parents. C'est comme... la stigmatisation. La stigmatisation. Donc, c'est de reconnaître, il ne faut pas qu'ils se voilent la face. Nous existons en tant que famille ayant des enfants autistes. Commencez à faire une prise en charge, qu'elle soit 100% ou 50%, mais commencez à reconnaître l'existence de nos enfants. Ensuite, ça sera la prise en charge médicale et pluridisciplinaire. Aussi, pour l'école inclusive qui est en marche, commencez à inclure le handicap qui est l'autiste. Parce que ça existe. L'autisme existe, ils ont droit à la scolarisation et à l'éducation. Ensuite, pour les plus grands, commencez, vous, autorités du pays, à comprendre que tous les parents qui travaillent, qui cotisent à la CNPS et autres, ont des enfants qui peuvent bénéficier de ces avantages-là, comme nos enfants autistes majeurs. Donc, il y a tout un parent qui décède aujourd'hui. Je peux vous dire, on ne sait pas ce qui se passe quand on est mort, hein, mais avoir un enfant autiste et puis décéder, je peux vous dire que ce parent-là, je ne sais pas si qu'il dort en paix. Merci beaucoup pour ce que vous êtes en train de nous dire là, qui nous touche véritablement. Docteur, avant de terminer, rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'autisme et de la parentalité? On peut retenir qu'en général, quand l'enfant autiste est l'aîné, le premier enfant du couple, les gens ont tendance à les stigmatiser davantage en disant « cette femme-là, son ventre n'est pas propre, elle ne s'est pas accouchée ». Et le couple même peut se casser parce que la charge psychique, la charge mentale, la charge sociale de l'autisme de l'enfant pèse essentiellement sur la maman pour la simple et bonne raison que ce sont les mamans qui s'occupent le plus des enfants. Donc il faudrait savoir que les parents d'enfants autistes doivent être solidaires autour de l'enfant parce que l'amour des deux parents équilibre l'enfant. Même si on a l'impression qu'il n'est pas sensible à nos sentiments, ils ont quand même un côté affectif qui est caché, qu'on ne voit pas, mais qui existe. Donc ils ont une sensibilité qui se nourrit d'amour, de l'amour de leurs parents, mais de l'amour aussi de la société, parce qu'il faut savoir que les enfants autistes, comme tous les enfants, n'appartiennent pas seulement à leur famille, ils appartiennent à toute la société. Donc, éduquer nos enfants aussi, qui ne sont pas autistes, à l'acceptation de la différence, éduquer nos enfants à vivre à l'école, dans la société, avec des enfants différents, en ne les moquant pas, en ne les rejetant pas, prendre nos enfants qui ne sont pas handicapés par la main et les amener vers des enfants qui sont handicapés, qui ont des difficultés, pour qu'ils puissent apprendre la tolérance et l'acceptation. Cela aide beaucoup les familles d'enfants autistes et d'autres d'enfants handicapés en général à se socialiser. Il ne faut pas que la famille d'enfants différents soit isolée pour ne pas qu'elle soit stigmatisée, pour ne pas qu'elle soit seule à porter ces enfants spéciaux-là.
Et un mot par rapport même à ce couple, parce que c'est deux personnes qui font un enfant. Oui, c'est deux personnes qui font un enfant. Donc déjà, dans les couples normaux, les mamans ont tendance à se plaindre parce qu'elles n'ont pas le soutien de leur compagnon. Dans le cas d'enfants autistes, dans le cas d'enfants spéciaux, il est encore plus urgent, plus important que le papa aussi soutienne la maman et soutienne l'enfant. Donc, il faut qu'ils fassent tandem dans la prise en charge de l'enfant. Parce que qu'est-ce que les papas ont tendance à faire? Ils ont tendance à se transformer en portefeuille et donner l'argent et prendre du recul, laisser la maman se débattre avec les différents spécialistes, orthophonistes, psychologues et tout. Donc, il faut que le papa s'implique autrement que financièrement. Merci beaucoup à vous, docteur Tanon Laura, Michel. Merci à madame Liko Margouri de l'association Parents au Cœur Bleu. Mesdames, messieurs, ça prend un village pour élever un enfant et ça prend un enfant autiste pour éveiller la conscience même du village. Merci d'avoir été avec nous, Alix. On va se retrouver demain. On va se retrouver demain et en ayant à l'esprit que tous les enfants ont droit au même droit, tout simplement. Allez, à demain.